tous, aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai l'immense plaisir de retrouver comme chaque mois Laurence Dubory, hypnothérapeute, mais aujourd'hui on va déborder de l'hypnothérapie pour s'intéresser aux thérapies brèves. Bonjour Laurence Dubory. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors comme je viens de le dire, vous êtes praticienne en thérapie brève, hypnothérapeute, spécialiste dans l'accompagnement en entreprise. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ces approches? Alors pour moi, l'hypnose et la thérapie brève étaient pratiquement naturelles parce que j'étais médiateur en entreprise, consultante en entreprise, j'ai même été coach en co-développement systémique donc j'utilisais déjà les approches constructivistes et systémiques qu'on va voir après. Donc la psychothérapie brève, je l'utilisais déjà. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'était la philosophie de l'action de ces thérapies là qui intégrait à la fois cette orientation résultat et aussi cette dynamique de résonance corporelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le corps, cette dynamique corps-esprit qui est importante, et puis surtout cet ancrage dans le présent, c'est-à-dire la compréhension de son problème ne suffit pas, et c'est important de faire l'expérience du changement. Et je trouvais ça très pragmatique, très honnêtement très intéressant pour les entreprises, hein. Et même par rapport à l'accompagnement en psychothérapie que l'on connaît par les accompagnements téléphoniques, je trouve que c'est quelque chose qui va un petit peu plus loin. Donc pour moi, ça m'a paru naturel de me former à ça, et le fait de ne rien savoir sur l'autre. Parce que c'est ça finalement, hein, le psychothérapeute en thérapie brève, il ne sait rien de l'autre. Et il n'est pas enfermé dans un diagnostic, dans des connaissances académiques. On est formé sérieusement, mais on ne sait rien de l'autre, on est en position basse, et le fait de s'ouvrir à l'autre par la mise en place d'un questionnement et d'une interactivité, je trouve ça très intéressant parce qu'on va directement contacter les besoins, les valeurs et ensuite identifier les ressources du client. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. C'est une thérapie qui est accessible. Elle est accessible pour la personne, elle est pragmatique, elle est non normative et non pathologisante. Donc ça, c'est intéressant pour les entreprises. Elle est très complexe pour nous parce que c'est vraiment une stratégie qu'il faut arriver à mener dans un temps court, hein. C'est une thérapie brève. Donc il faut être très très réactif, se connecter au client pour arriver justement, au consultant, pour arriver à vraiment connaître son problème, ce qu'il nous livre spontanément, et déterminer avec lui rapidement un objectif précis. Et ça, c'est pas un job simple. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Puis il y a une dernière chose que je trouve vraiment très intéressante qui m'a amené à ça, c'est que d'un côté, en amont, effectivement, on va amener du sens. On va quand même amener du sens aux personnes. Une personne qui est en insécurité affective, par exemple, mais qui travaille dans le cadre d'une entreprise, on va lui donner ce sens-là. On va peut-être lui faire apparaître que elle est dans des loyautés familiales, des loyautés particulière, peut-être en lien avec son domaine personnel. Et pour autant, on va pouvoir aussi intervenir, donc donner du sens en amont et intervenir avec des outils très précis et très efficaces. Alors qu'est-ce que sont les thérapies brèves et en quoi surtout se distinguent-elles des thérapies traditionnelles? Alors, les thérapies brèves se distinguent des thérapies analytiques plus classiques pour différentes raisons. Et vraiment, déjà, c'est l'attachement temporel. Les thérapies analytiques ou dites classiques, mais moi je préfère parler de thérapie analytique, partent du postulat que, eh bien, le client, le consultant, le patient pour le médecin va amener des hypothèses, des hypothèses provenant de son passé, et le passé va nourrir le présent et le futur. Et l'autre postulat, c'est que la compréhension de ce qui s'est passé dans le passé va permettre à la personne de justement dépasser son trauma, dépasser son problème. Dans le cas des thérapies brèves, on est sur un paradigme complètement différent. On est dans le présent, et c'est dans le présent que l'on va construire le futur. Donc, le client apporte une problématique.
Avec lui, on va construire un objectif et avec lui, on va l'accompagner pour identifier ses besoins, ses ressources, pour amener une projection dans le futur qui va l'amener à une résolution, une libération. Et très vite, par les thérapies brèves, notamment par la thérapie orientée solution, on va on va l'amener dans une projection dans son futur, donc dans un mieux-être, tout de suite. La thérapie brève, c'est la thérapie par l'expérience. C'est pas la thérapie par la compréhension. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attirée, et c'est en ça que je pense qu'elle est efficace. Donc ça, il y a vraiment cette temporalité-là. Ensuite, on se concentre vraiment sur les ressources de la personne, et non pas sur des hypothèses. La personne, en thérapie analytique, elle apporte des hypothèses, des souvenirs. Les hypothèses, les souvenirs, ils sont ce qu'ils sont. On sait que notre mémoire, elle est un peu labile, on ne sait pas trop, hein. Par contre, la personne, quand elle identifie des ressources, les ressources, elles sont présentes. Le problème, il est présent, l'objectif, il est présent, les ressources, elles sont présentes. Il y a pas, le passé n'est pas négociable, le présent et le futur le sont. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui donne à cette thérapie une force toute particulière. Euh, c'est vraiment ce paradigme-là. Alors, c'est vrai que de ces hypothèses, eh bien, la personne peut, par exemple, rester peut-être bloquée dans des formes passées voilà, des schémas anciens. Euh, le thérapeute en thérapie brève, lui, va aller rechercher non pas la causalité, hein, donc, parce que l'hypothèse pour le thérapeute en thérapie analytique euh, va, euh, va le renseigner sur la causalité du problème présent. Le psychothérapeute en thérapie brève, lui, il va justement ne pas chercher cette causalité du tout, mais il va partir à l'origine. C'est pas la même chose. L'origine, c'est euh, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a un facteur d'entretien aujourd'hui. Donc on est toujours dans le présent. On ne reste pas dans le passé. On y va, on peut y aller furtivement pour donner du sens et puis pour aller chercher un événement originel, notamment dans le vécu traumatique, mais même pour certaines addictions, on peut être amené à un moment donné, parce qu'il y a un facteur bloquant, à partir à l'origine et dans un vécu particulier du passé. Mais on n'y reste pas, on revient dans le présent et c'est pour ça aussi que ces thérapies, elles sont intégratives, parce qu'on a besoin de tout un faisceau éclairant par des approches, des démarches, des outils qui permettent justement de croiser et de pouvoir aller investiguer. Et c'est ça qui est intéressant. Non seulement la thérapie brève permet d'investiguer peut-être dans une forme dans le passé et je dirais construire une stratégie au présent, mais elle permet aussi d'intervenir, c'est-à-dire de solutionner, d'apporter, d'accompagner pour solutionner. Ça peut être par le MDR ou le FT quand on a besoin d'enlever la trace émotionnelle d'un vécu traumatique. Euh, voilà, c'est pour moi l'exemple qui me vient. Mais c'est pour ça aussi qu'elles sont intégratives. Ce sont des thérapies qui sont non pathologisantes et qui sont non normatives, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diagnostic, on n'a pas de catégorisation. Euh, et je peux comprendre, un psychiatre, il est tenu par des protocoles médicaux. Le psychologue, il est tenu par des classifications psychologiques. Le thérapeute en thérapie brève, c'est un psychothérapeute de terrain. Lui, il regarde et il analyse, il a beaucoup de grilles d'analyse, mais il analyse ce qui vient à lui et ce qu'il perçoit pour aller chercher des renseignements sur les modes de perception de la personne notamment. On va le voir peut-être par la suite. Il est évident que les thérapies brèves gagnent en popularité. Selon vous et votre expérience, qu'est-ce qui explique leur efficacité croissante dans le traitement de divers troubles? Euh, en fait, elles sont efficaces parce qu'elles sont accessibles. Elles sont accessibles.
On n'est pas, je l'ai dit, on n'est pas dans des catégorisations, on n'est pas dans une qualification complexe. Euh, on est vraiment, elles sont très accessibles là-dessus. L'interactivité qui est mise en place par le thérapeute est quelque chose qui doit parler à tous, hein. On est un peu comme, c'est le questionnement du petit enfant de 5 ans qui, justement, ne sait rien. Donc, comme il ne sait rien, il va poser voilà, il va poser toutes les questions qui lui paraissent utiles. Ensuite, elle est intégrative. Je disais, on croise les regards, on croise toutes ces grilles d'analyse qui nous sont données. Euh, je vais juste donner quelques exemples de thérapie brève. Il y a la thérapie stratégique et systémique, bien sûr. Il y a la thérapie orientée solution, mais il y a aussi toutes les thérapies humanistes, la Gestalt thérapie, la relation d'aide. Il y a aussi l'analyse transactionnelle. Il y a le MDR, l'EFT, toutes les techniques psychocorporelles. Tout ça, ce sont des grilles d'analyse aussi qui s'offrent. Donc, le côté intégratif est également une source de résultats. Elles sont également, euh, elles proposent aussi à la fois une investigation et également une intervention. Et ça, c'est important. Et puis, c'est également dans l'identification qu'elle propose. Elle propose d'identifier le besoin du client, les valeurs aussi. Donc, elle challenge la motivation du client à l'état conscient, parce que ça, c'est dans l'entretien préliminaire. Ensuite, euh, on va interroger les obstacles, les tentatives de solutions qui ont été mises en place. Donc les freins au changement, hein. Et ça, on va aller le chercher. Euh, on va aller aussi essayer de trouver des renseignements, des informations sur les modes de perception euh, du consultant, comment il communique aussi, sa vision du monde. Euh, on va essayer vraiment d'être un peu l'anthropologue de l'individu pour en savoir plus sur lui, si on se connecte à lui, en fait, un peu comme si on branchait un câble pour connaître aussi son système de croyance, donc sa vision du monde, et identifier avec lui ses ressources. Donc c'est vraiment les thérapies brèves, une thérapie donc de terrain où le contexte est très important. Je vous donne un exemple. Une personne qui me dit je suis quelqu'un de violent. Très bien. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes violent? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites que vous êtes violent? On va contextualiser. La personne va se dire, ah ben non, finalement, je me suis collé une étiquette, je suis pas violent, je suis, de temps en temps, j'ai cette émotion de violence qui revient en moi. Donc, on va vers on va essayer de contextualiser pour ne pas coller une étiquette. Et ça, je trouve que c'est une force importante. Euh, et on va agir, intervenir sur les blocages inconscients. On va se focaliser sur les ressources et mettre en mouvement la personne, le consultant. C'est vraiment la thérapie par l'expérience. Alors, on va rentrer dans le détail des techniques utilisées, et puis on va faire un petit rappel tout d'abord lié à l'hypnose, puisque vous l'utilisez dans votre Mhm. pratique. Comment cette technique permet-elle d'accéder aux ressources inconscientes des patients? Alors, l'hypnose fait partie des thérapies brèves, hein. Et quand on étudie l'hypnose et qu'on la pratique, on travaille donc avec l'inconscient. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la mission de la dernière fois, dans l'inconscient et le subconscient, il y a quelque chose de très important. C'est l'autoprotection de la personne. L'inconscient est garant de la protection de la personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui fume, il va fumer par plaisir, certainement. Mais il peut aussi fumer parce que fumer va être une béquille pour lui. Ça va l'amener à le protéger dans certaines circonstances. Ça arrive d'ailleurs les gens qui disent, oh là là, j'ai eu un stress, je suis allé fumer une cigarette. Ça arrive très souvent. Donc, inconsciemment, il va y avoir l'appel de la cigarette pour protéger la personne. Quand la personne, par exemple, n'arrive pas à poser des mots sur son vécu traumatique, eh bien, elle le met son vécu traumatique sous le tapis. Pourquoi ne pas trouver les mots? Parce que
inconsciemment, il y a une autoprotection qui se met en place. Donc, par l'hypnose, on va lever cette autoprotection en mettant la personne en sécurité. Et on va vraiment euh, aussi mettre en place un dialogue conscient-inconscient, corps-esprit, parce que l'inconscient, c'est les émotions et les sensations qu'on contacte. On va en fait, par la communication hypnotique, mettre en place ce dialogue, créer en fait, on va donner des suggestions, on rend la personne suggestible, hein, on contourne son facteur critique pour vraiment lui apporter, lever cette autoprotection, lui dire, vous n'avez plus besoin d'être en autoprotection. C'est bon, vous pouvez lever ça. Vous êtes en capacité, vous, de mettre en place. Vous savez, c'est comme s'il y avait deux petits silos, l'inconscient et le conscient. Eh bien, on lève la petite trappe pour mettre vraiment en communication les deux. Et, et quand on fait ce travail-là, la personne se met en apprentissage, on reprogramme d'autres schémas. Voilà. Et en fait, on aligne les pensées, les émotions, sensations et les actions. Les actions qui sont empreintes de motivation. On aligne tout ça. Parce que souvent, la personne, quand elle vient, elle dit, oh là là, j'aimerais faire ça, oh là là, ou alors je suis submergée d'émotions, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me mettre en action. Eh ben, on va aligner tout ça, hein. Donc, on crée, alors c'est visuel, hein. On crée, je dirais, un faisceau conscient-inconscient et on aligne les pensées, émotions, sensations et actions également. Je rappelle, la psychothérapie brève, c'est la thérapie par l'expérience. Et vraiment, le client, euh, il a vraiment lui-même les clés, hein. On considère que il a les clés de son changement finalement, hein. Et c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs. Ça fait partie des suggestions. Et c'est pour ça que c'est vraiment efficace. Alors, Laurence, parmi les autres techniques que vous employez figure également l'EMDR ou Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Comment fonctionne-t-elle et dans quel cas est-elle particulièrement efficace? Alors, pour une fois, c'est un acronyme qui porte bien son nom parce alors c'est de l'anglais, Vous aurez remarqué mon mais accent. on a tout qui nous est fourni. C'est magnifique. C'est pas toujours le cas. Alors, effectivement, eye motion, on travaille sur les mouvements oculaires. On verra qu'il y a d'autres types de mouvements alternatifs, mais on va y venir rapidement. Desensitization, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va désensibiliser. Ça va être une partie du travail. On va enlever la trace émotionnelle d'un vécu ressenti comme très douloureux, voire traumatique. Et le reprocessing, c'est qu'on va se reprogrammer. C'est-à-dire qu'on va pas simplement euh, se désensibiliser, mais également se reprogrammer. Pourquoi? Parce que, et c'est en ça que le MDR, c'est pas qu'un outil. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise comme une psychothérapie, hein. Je ne peux pas me dire psychothérapeute en EMDR, je ne suis pas médecin, mais je l'utilise comme tel. Pourquoi? Parce que c'est important qu'avec le MDR, les gens puissent acquérir de l'autonomie par rapport à ce qui va advenir dans leur vie par la suite. Et ça, c'est vraiment important. Définition de l'EMDR. Alors, c'est une psychothérapie, moi je vais utiliser ça, ou un outil thérapeutique. Les gens feront leur petit marché qui utilise les mouvements oculaires, voire les mouvements alternatifs. On peut aussi utiliser, moi je l'utilise personnellement, c'est du tapping. Notamment, je travaille avec des personnes qui sont non-voyantes ou déficientes visuelles. Du coup, on peut parfaitement travailler avec ces personnes-là. Donc, ce sont des stimuli sensoriels à un moment où on évoque un vécu, le vécu traumatique ou douloureux de la personne. Donc, on va remettre la personne, bien sûr. D'abord, on la met un peu en sécurité, mais on va revenir, hein, dans le vécu traumatique. On va aller dans le dur, comme on dit un peu plus trivialement, et on va aller désensibiliser. Voilà. Donc, euh, en au départ, ça vient de la kinésio, hein, et donc de la médecine chinoise. Euh,
Je veux dire, quelque chose qui est maintenant pratiqué officiellement par la médecine vient au départ d'une médecine, la médecine chinoise, une médecine très ancienne, traditionnelle. Donc, je disais, EMDR, c'est à la fois une technique, une psychothérapie. Et on accompagne le client eh bien, à se désensibiliser eh bien, de son traumatisme. On va rappeler le traumatisme et on va aussi modifier la perception qu'il a de son vécu traumatique. C'est pour ça qu'il en aura le souvenir, mais il n'en aura plus les effets dans le présent. Et c'est parce que finalement, qu'est-ce qui le gêne souvent? C'est le vécu dans le présent, c'est les insomnies, c'est les cauchemars, c'est la somatisation, c'est les addictions en lien avec tout ça, par exemple. C'est toutes les manifestations. Et on crée une dissociation. On va le voir comme pour l'hypnose, comme pour le l'EFT. On crée une dissociation. Et c'est une dissociation, réassociation. Et c'est ça qui va permettre ce travail sur l'émotion et les sensations. Euh, donc, il y a trois, je dirais, trois fonctions. Euh, Là-dessus, c'est vraiment d'abord travailler sur le trauma, euh, travailler aussi sur les ressources, vraiment, et pouvoir investiguer. C'est vraiment important et c'est un vrai process, le MDR, hein. D'ailleurs, Francine Shapiro, il n'y a que les médecins qui ont le droit de l'utiliser, mais c'est un protocole en 8 points, donc c'est très processuel. Il y a plein d'applications. Je crois on ne se rend pas compte, le MDR, on peut l'utiliser aussi bien en thérapie familiale, en insécurité affective, pour les addictions, pour les troubles psychosomatiques, pour la douleur, euh, bien sûr le stress post-traumatique, euh, le coaching, développement personnel aussi. Donc, moi je l'utilise dans toutes ces hypothèses-là, et même en entreprise d'ailleurs. Et c'est vraiment très très utile. Il est possible, alors c'est une question complémentaire de ma part, d'associer deux pratiques. Alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais d'associer par exemple l'hypnose et puis le MDR où chaque pratique est dissociée, ne peut pas être amalgamée. Alors moi je les combine. Euh, voilà, je me permets cette liberté-là selon les besoins du client. Je donne un exemple très simple. Il m'est arrivé de travailler à un moment donné en EFT avec une dame suite à un accompagnement en relation d'aide. Et au moment donné, au moment de faire de l'EFT, la personne a une abréaction émotionnelle, c'est-à-dire elle est submergée par l'émotion. Eh bien, je suis repartie j'aurais pu continuer en EFT, mais je suis partie sur l'EMDR. Donc, c'est en fonction de ce qui arrive aussi. Euh, Quand je dis psychothérapie de terrain, c'est pas qu'un mot. C'est qu'à un moment donné, il arrive un truc, il faut faire quelque chose. Et on passe peut-être d'un outil ou d'une approche à une autre. Et c'est ça, l'intégration et le côté intégratif est très important et très utile. Alors, vous venez d'aborder précisément l'EFT ou Mhm. Emotional Freedom Technique. C'est une méthode de libération émotionnelle. Pouvez-vous là encore nous l'expliquer et puis les applications qui en découlent? Ok. C'est encore un acronyme qui porte bien son nom, hein. Ils ont bien bossé. Euh, c'est, c'est une technique de libération émotionnelle. Donc c'est Emotional Freedom Technique en anglais. C'est de la psychothérapie énergétique, hein. On est sur des tapotements de méridiens, des méridiens qui sont aussi appelés nœuds énergétiques, qui sont très connus en acupuncture, hein. Ça vient de la médecine chinoise traditionnelle. Alors, je pense que nombre de téléspectateurs ont déjà fait appel à un acupuncteur, donc c'est quelque chose qui est parlant pour eux. Peut-être que le FI, ils ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment une pratique thérapeutique, énergétique, et donc elle est psychocorporelle, hein. Elle va permettre de soulager à la fois des maux physiques, psychosomatiques et psychologiques. Et dans ce cas-là, le thérapeute va allier le geste à la parole. C'est-à-dire qu'au départ, on va quand même investiguer avec la personne, hein. Bien sûr, il y a un entretien. Et ensuite, on va partir sur de l'EFT parce qu'il y a il y a une émotion bloquée.
hein. Quand on parle de libération, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué. Donc, c'est bloqué souvent dans ces méridiens. Et donc, je dis qu'on allie le geste à la parole, c'est qu'on va faire rentrer la personne vraiment dans l'émotion, ou l'émotion et la sensation qui est pour elle compliquée. Et on va faire il y a des routines, on appelle ça des routines, donc des tapotements sur des points bien précis qui vont amener un déblocage. Alors l'EFT, c'est la forme la plus, je dirais, la plus aboutie parce que la plus autoportante. Et Gary Craig, qui était le père de l'EFT, nous l'explique bien. Moi, je l'utilise aussi. Il y a la thérapie du champ mental qui est, je dirais, l'ancêtre. C'est Roger Callahan qui a monté qui avait développé, pardon, cette pratique. Il y a vraiment des formes très abouties pour travailler sur des émotions très particulières. Soit on travaille uniquement en EFT, soit elle intervient, et ça c'est dans le cas de la thérapie intégrative, à un moment donné. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé il y a peu de temps en entreprise avec une dame qui avait honte de son handicap parce que avec des loyautés familiales. Le handicap était un signe de faiblesse. On a travaillé sur cette honte. Eh bien, la personne a débloqué, a levé cette honte. Ensuite, on a travaillé en relation d'aide, bien évidemment. Mais il y a eu un moment donné où ça a été vraiment très important de pouvoir lever d'un point de vue énergétique, je le précise bien, ces blocages, ces blocages-là. Donc il y a plein d'applications différentes, aussi bien pour les addictions, la douleur, les émotions, bien évidemment, j'en ai parlé, euh, les peurs aussi. Il y a aussi une dimension de développement personnel. Quand en entreprise, une personne a peur de parler en public, on peut utiliser l'EFT, par exemple. C'est très intéressant. Mais aussi pour des choses beaucoup plus graves, des traumas émotionnels. On peut aussi utiliser. Ce que je veux dire, c'est que c'est énergétique, mais c'est puissant. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas du saupoudrage, c'est puissant. C'est vraiment. Je le souligne parce que des fois, on peut se dire, oh, c'est énergétique. Voilà. Non, non, c'est puissant. Vous êtes également formé à la psychothérapie brève, notamment l'approche de l'école de Palo Alto. Alors, en quoi consiste cette approche et comment vous l'intégrez à votre pratique? La psychothérapie brève de l'école de Palo Alto, elle est fondée sur deux paradigmes vraiment. Elle a été montée par Milton Erickson, mais pas que, hein. Il y avait JLA sur les travaux de Gregory Bateson. Euh, il y avait aussi Paul Václavic. Ils considéraient déjà deux choses. D'abord que l'on est malade de nos représentations. Je vous donne un exemple qui est souvent repris. Epicure disait, on n'est pas malade de notre relation, on est malade de notre relation à la mort. Pourquoi? Parce que quand on en a peur, on est vivant et quand la mort est là, on n'est plus là. Donc c'est la représentation que l'on a de la mort qui nous effraie et bien sûr qui peut nous rendre malades. Donc on est malade de nos représentations. On a une représentation de la réalité qui nous entoure. Ça, c'est le premier précepte, ça, c'est très important. Ensuite, il y a l'aspect systémique. On serait malade de nos interactions, des interactions parfois, alors je vais dire pathogènes, en tout cas vécues euh, comme étant difficiles, douloureuses, je préfère ça, souffrantes par les personnes et parfois depuis très longtemps. Alors ça peut justement générer certaines pathologies d'ailleurs, hein. Euh, donc on ne considère pas la personne comme la nature intrinsèque de l'individu. La personne n'est pas elle n'est pas par nature malade, elle est malade parce qu'elle a des représentations qui la rendent malade et parce qu'elle est dans un système d'interaction qui la rendent malade. On se rend compte, je donne un exemple. En thérapie familiale, quand il y a un enfant qui vient, qui a un trouble psychosomatique, il arrive très souvent que cet enfant porte le symptôme de la maladie
ou en tout cas de la souffrance, je préfère ce mot-là, de la souffrance du système familial. C'est lui qui porte, il est comme un porte-drapeau, vous savez. C'est lui qui va porter ça. C'est par lui que ça va remonter. Parce que par lui, on considère en thérapie, en psychothérapie de l'école de Palo Alto, que en fait, euh, la personne, on soigne le symptôme et qu'il va y avoir une personne qui va être symptôme parce elle va avoir à cœur de créer l'équilibre, conserver l'équilibre. Il est évident qu'un enfant, quand il voit que ses parents sont pas bien ou que la famille est bancale, ou quand il y a une triangulation parent-enfant, évidemment que l'enfant va vouloir absolument protéger son univers familial et va s'en rendre malade. Je vous donne cet exemple-là vraiment pour illustrer. Euh, donc, la perception de la réalité, les interactions, c'est très important, et la communication. L'école de Palo Alto, c'est on ne peut pas ne pas communiquer, c'est Václavic. Donc, ils ont mis en place un langage de la communication. C'est pour ça que les mots MOTS sont très importants pour le psychothérapeute en thérapie brève. Il ne fait pas simplement que des mouvements oculaires ou des tapotements énergétiques. Il met en place une interactivité, il met en place une condition d'accueil et de reconnaissance de la personne, un questionnement circulaire, il fait du recadrage, des jeux de rôle, il y a tout ça se met en place. Et c'est ça l'école de la thérapie de l'école du Palo Alto. Alors, vous parlez d'approche intégrative. Comment combinez-vous ces différentes techniques pour répondre précisément aux besoins spécifiques de chaque client? Alors, je l'ai un petit peu dit avant, l'intégrativité, elle est un peu naturelle dans notre profession qui n'est pas réglementée, hein, je le rappelle. On s'adapte à la personne. On est des psychothérapeutes de terrain et on s'adapte aux besoins de la personne. Finalement, nos approches thérapeutiques et nos outils sont comme une boîte à outils. Hein. Vous avez jamais vu débarquer votre plombier avec un outil. Monsieur, il arrive avec, ou madame d'ailleurs, hein, il arrive avec sa boîte à outils. Même chose, on arrive avec sa boîte à outils, avec ses différentes approches. Euh, Par exemple, parce que ça peut être utile à tout moment de la thérapie. Évidemment que j'ai un protocole sur l'arrêt du tabac, comme mes collègues, mais je pense que c'est une fois je l'ai appliqué. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à un moment donné, souvent les personnes ont arrêté de fumer. Je préfère donner un exemple pour que nos téléspectateurs comprennent bien comment on travaille. Les personnes ont déjà arrêté de fumer souvent. Mais elles ont repris. Donc il y a la victoire d'avoir arrêté de fumer, et là-dessus on reconnaît la personne, mais la personne a repris. Qu'est-ce qui a fait que la personne a repris? Et c'est là-dessus peut-être on va être amené à travailler. Et on va peut-être être amené à travailler avec un autre outil, parce que ce qui va arriver, la forêt qui se cache derrière l'arbre, qui est en fait une petite cigarette, eh bien, on va être amené à le travailler autrement. Vous savez, c'est comme un kaléidoscope. Et ça, je voudrais amener une jolie image visuelle pour nos téléspectateurs. Vous avez un kaléidoscope avec toutes ces belles couleurs. Et quand on était enfant, souvent on nous en achetait. Et quand on tournait la petite molette, on voyait toutes ces belles couleurs qui changeaient. C'est exactement la même chose. Et on ne sait pas quelle couleur et quelle configuration de couleurs on va être amené à utiliser. Et ça, c'est parce qu'on accueille complètement le consultant. Euh, Cette thérapie intégrative, elle offre deux axes d'accompagnement. D'abord, savoir donner du sens. Euh, voilà, on n'est pas simplement que des techniciens. On apporte du sens. On est des thérapeutes. Et moi, je suis une thérapeute. J'apporte du sens euh, aux personnes qui viennent me voir. Voilà, la thérapie de l'école de Palo Alto, la thérapie, la relation d'aide, ou de certains éléments de Gestalt. J'apporte vraiment cet éclairage-là. Mais aussi savoir intervenir pour accompagner vers une solution, une résolution, une libération. Il y a vraiment ces deux axes, c'est important de le préciser. Vous accompagnez des personnes qui souffrent soit de troubles psychosomatiques, de douleurs chroniques. Comment les thérapies brèves s'adaptent et peuvent-elles soulager ces symptômes qui sont fatalement différents?
Alors, les troubles psychosomatiques sont la manifestation dans le corps, hein, soma en grec c'est le corps, la manifestation dans le corps de difficultés de nature psychologique, peut-être psychique ou émotionnelle. Du coup, il est évident que cet aspect-là, euh, je dirais psychologique et émotionnelle, qui nous intéressent. Et bien sûr, elles sont utiles à ce titre-là. Euh, et pourquoi elles sont utiles aussi? C'est parce que on va aussi s'interroger et on va travailler, on va s'interroger d'abord sur pourquoi il y a cette résonance dans le corps, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette résonance dans le corps? Et parfois, c'est intéressant parce que, et ça, ceux qui ont fait du décodage biologique le savent, hein, les collègues qui en font, moi je n'en fais pas. C'est très très intéressant. On se rend compte qu'on somatise pas n'importe comment, souvent, hein. Exemple, moi j'ai eu une cliente qui était énurésique. Dans la fuite urinaire, il y a le mot fuite, hein. Et ce mot-là est arrivé un jour. Donc, on n'est pas, la somatisation, la résonance dans le corps peut être une source de renseignement. Et puis ensuite, on intervient effectivement avec cette même résonance dans le corps. Donc, on va toujours interroger, on va on va traiter, soigner cet aspect émotionnel et psychologique, mais toujours en s'interrogeant sur la résonance que ça a dans le corps. Je fais toujours appel aux sensations, aux émotions dans le corps. D'ailleurs, le client ou le consultant les évalue régulièrement au moment du protocole. La douleur chronique fait également appel au corps, évidemment. La douleur chronique, c'est une douleur inutile alors que la douleur est très utile. C'est une alerte. C'est d'ailleurs pour ça que je tiens absolument que les gens, quand ils viennent pour de la douleur, aient déjà un parcours de soins complet, voire soit allés consulter un médecin. Parce que la douleur, d'abord, c'est une alerte. Et moi, je ne sais pas si c'est chronique ou si c'est aigu, sauf si un médecin me le dit. Donc, si c'est effectivement chronique, euh, deux choses. Il peut y avoir eu une aggravation de la douleur euh, par un passé, en tout cas par une origine peut-être ou un vécu compliqué. Mais aussi la douleur génère du stress. Parce que d'être douloureux tout le temps, c'est hyper usant, c'est hyper fatigant et on est stressé. Donc, il va y avoir un travail sur ces deux aspects-là. Euh, un travail sur, voilà, sur de la respiration, bien sûr en hypnose, également par des techniques psychocorporelles. En tout cas, euh, toujours est-il que je dirais, cette dynamique corps-esprit qui est tant dans la résurgence des mots MAUX que dans l'intervention que l'on propose en tant que psychothérapeute, que ces thérapies-là sont très utiles. Je voudrais qu'on aborde désormais le stress post-traumatique qui, par nature, est un trouble complexe. Comment les thérapies brèves peuvent-elles aider les personnes qui en souffrent notamment? Le stress post-traumatique, c'est vrai qu'il y a un tableau clinique hein, qui est prévu par l'OMS. Euh, il n'est pas forcément complexe. On peut ressentir un stress post-traumatique qui est simple dans le sens où il est en lien avec un vécu, un événement unique et qui a des résurgences très bien identifiables. Après, effectivement, le stress post-traumatique peut être complexe quand une personne a développé des troubles bipolaires, des troubles dissociatifs, qui sont peut-être plutôt de l'ordre de la psychiatrie et de la pathologie que réellement, je dirais, de résurgence difficile et parfois très très bloquante. Donc moi, je suis amenée, j'ai pour l'instant pas eu de troubles, de trauma complexe. Pour autant, c'est toujours utile et c'est toujours très intéressant de travailler en psychothérapie brève. Euh, on peut déjà décortiquer, partir pardon, à l'origine du vécu, de l'événement, et puis ensuite accompagner la personne vers un mieux-être. Et c'est en ça que c'est également très intéressant. Je vous donne un exemple. Une personne qui vient pour un épuisement professionnel, un burn-out bien connu. Euh, Elle a vécu un événement
qui pour elle a été vécu comme traumatique. Donc elle a vécu un état dépressif important qui l'a amené à être hospitalisée. Et donc on était en face avec un stress post-traumatique qui a été identifié par son psychiatre. La personne vient me voir pour des séances et nous avons travaillé eh bien, en EMDR, nous avons travaillé en EFT, on a travaillé ensuite en relation d'aide, en thérapie narrative. On a combiné plein de choses. Pourquoi? Parce que il y avait déjà enlevé la trace émotionnelle qui est encore très très présente chez elle, et puis ensuite se reconstruire parce que l'épuisement professionnel, on est au fond de la piscine. Il faut bien remonter pour retrouver de l'air. Alors, hop, c'est d'apporter, mettre un petit coup de pied au fond de la piscine, remonter pour pouvoir à un moment donné, eh bien, peut-être retourner au travail en, s'engager dans une reconversion professionnelle, retrouver du sens. Abordons les troubles anxieux et les addictions, puisque vous travaillez également sur ce type de Mhm. troubles. Quelles sont les spécificités de votre approche dans ces domaines? Ça va vraiment dépendre du trouble. Sur le trouble phobique, et puis ça va dépendre aussi de l'origine. L'hypnose peut être très utile. Je peux être amenée à faire la thérapie de la relation et des mondes relationnels qui a été mis en place par Éric Bardot, mais ça peut être aussi de l'EMDR, de l'hypnose régressive. Euh, la phobie, c'est, par exemple, hein, dans le cadre de la phobie, c'est quand on est en lien avec un objet que la peur est générée. Euh, dans la peur, il y a une anticipation, toujours. Et parce qu'elle n'est pas fondée la plupart du temps, hein. La peur est très utile, mais comme la douleur chronique, la peur anticipatoire, elle n'est pas utile parce qu'elle va plus pourrir la vie que la bonifier. Donc on travaille là-dessus, sur l'anticipation. Et en fonction eh bien, de la nature et de l'origine de l'anticipation, eh bien, je vais être amenée à travailler avec des approches différentes. Les thérapies brèves sont également efficaces pour la gestion des émotions et les difficultés relationnelles. Le tout est souvent lié par ailleurs. Comment les thérapies brèves peuvent-elles améliorer ces aspects de la vie des clients? Je dirais que c'est le domaine naturel de la psychothérapie brève, puisque elle est fondée, je vous le disais, sur la systémie. On est en souffrance du fait de ces interactions. Et souvent, ça peut expliquer l'origine. Il y a eu une difficulté d'attachement, on a été en insécurité affective, ce qui va avoir des répercussions avec une irritabilité, une émotivité, une difficulté à rentrer en relation ou avoir des relations apaisées. Euh, donc ça, c'est les interactions. Et ces interactions-là, par nature, on va être amené on a vraiment les grilles d'analyse pour amener la personne à déjà apporter du sens à ce qu'elle vit et ensuite l'amener à trouver euh, aussi, eh bien déjà la sécurité relationnelle par l'alliance thérapeutique avec le psychothérapeute et ensuite pouvoir arriver à trouver une liberté dans la relation, savoir faire tomber ces mécanismes de défense, mettre en place des limites aussi, hein, pour justement trouver son équilibre dans la relation. Et ça va être un travail contributif, mais par nature, c'est vraiment le domaine d'action de la psychothérapie brève. Alors, jusqu'à présent, on a parlé des thérapies brèves dans un cadre personnel, mais vous intervenez tout autant en entreprise, notamment pour accompagner les salariés. Quels sont les Mhm. principaux risques psychosociaux que vous observez? Alors les risques psychosociaux, hein, je ne sais pas si nos téléspectateurs savent, ils en ont certainement entendu parler. C'est vraiment une catégorie de risques psychologiques en lien avec la santé mentale, sociaux aussi, hein, qui sont en lien avec l'organisation et les conditions d'emploi offertes par une entreprise. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut observer? Ça part des conflits relationnels en passant
par des troubles psychosomatiques, le stress et la douleur chronique, bien évidemment, le burn-out. Je préfère parler de prévention parce que les entreprises s'inscrivent vraiment davantage là-dedans. Euh, pour ça, c'est pour les... Et puis, mais on va en parler, vraiment une dynamique de plus de développement personnel, c'est-à-dire que un risque psychosocial peut apporter une inhibition chez la personne qui va avoir peur de parler en public. Donc, ça va créer chez elle un déficit de confiance et d'estime d'elle-même. Voilà pour les risques, un peu le catalogue des risques. Et on va vraiment essayer d'identifier, bon, l'indicateur, c'est la souffrance, hein. La manifestation, c'est le symptôme, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'insomnie, de l'irritabilité, l'émotivité, la somatisation. Parce que la, la première manifestation du risque psychosocial, c'est souvent le stress. D'ailleurs, pour les téléspectateurs qui ont déjà certainement eu affaire à des webconférences dans leur entreprise sur les RPS, c'est surtout le stress qui revient. Pourquoi? Parce que le stress au travail, c'est normal. Le stress, c'est une stimulation. C'est un peu comme vous conduisez une voiture et puis vous faites plaisir, vous montez un peu l'aiguille dans les contours. C'est un peu grisant, la voiture aime ça, on pousse un peu les limites, c'est très bien. Et puis quand la stimulation se transforme en souffrance, eh bien ça, c'est que on est un peu dans le rouge, les contours, la voiture commence un peu à fumer. Et c'est là qu'effectivement, c'est important d'observer ce risque-là, parce que ce risque-là, il est perdant-perdant. L'entreprise, elle joue sa responsabilité civile et pénale, parce qu'il y a une réglementation très claire. Elle a un coût direct et indirect du fait de l'absentéisme ou du désengagement, la démotivation au travail, et la personne, elle y perd la santé. Et souvent, beaucoup en développement personnel. Donc, il y a vraiment un enjeu important. Est-ce que l'hypnose ou les thérapies brèves peuvent être utilisées pour améliorer, par exemple, la qualité de vie au travail et puis surtout, par exemple, pour prévenir le burn-out? Bien sûr, ce sont des approches interventionnistes. Donc oui, pour un bénéfice gagnant-gagnant. Gagnant pour l'entreprise, gagnant pour la personne. Et plus on agit en amont, mieux c'est. Au premier signe, il faut justement pas arriver à être dans le rouge comme le contour. Euh, d'abord par le, D'abord en observant et en agissant. Qu'est-ce qu'on observe? Ben, on va observer toutes les conditions de travail, le contenu du travail, enfin tous les éléments objectifs ou objectivables. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les mettre en exergue avec la subjectivité, parce qu'on va pas se dire, oh, tout va bien, c'est objectivement, on n'est pas limite au niveau légal. Vous êtes peut-être pas limite au niveau légal, mais il y a des gens en souffrance derrière. Donc, cette objectivité-là, c'est important de la challenger avec la subjectivité de la personne. Euh, et puis contextualiser, je parlais du contexte en psychothérapie brève, il faut remettre du contexte. Qu'est-ce qui se passe chez la personne? C'est ça qui va être important. Et puis la systémique, c'est quoi? La personne, elle est peut-être malade dans sa systémie professionnelle parce qu'il y a des interactions compliquées, mais il y a peut-être des résurgences aussi de difficultés personnelles. Et on sait très bien que qui laisse sa vie personnelle à la porte de l'entreprise ou qui laisse son boulot à la porte de la maison, euh, qui n'a pas crié sur ses enfants qui ont laissé le bazar dans la maison parce qu'il a une grosse journée ou elle a eu une grosse journée. Donc, on sait très bien que tout ça, il y a une porosité et c'est important de vraiment apporter cette analyse-là fine. Donc, on challenge ce côté objectivable et la subjectivité de l'individu. Et puis, on va aussi observer, eh bien, la multiplicité des facteurs d'exposition. Si la personne est exposée à la discrimination, hein, une surcharge de travail, des difficultés interpersonnelles, un manque de reconnaissance, l'intensité et la durée aussi. Ça, c'est important. Et vraiment, ça, ce sont des grilles d'analyse que propose le psychothérapeute en thérapie brève. Et puis ensuite, on va agir.
on va agir parce que observer c'est bien, mais faire c'est encore mieux. Eh ben, on va agir sur le symptôme, hein, parce que bah, on est formé pour ça. Hein, c'est non pathologisant. On est sur le symptôme en travaillant en lâcher prise. On va travailler en accueil des émotions. On va travailler sur la place du travail aussi. Hein, sur les besoins, les valeurs, donc la motivation de la personne. Et puis pour être tout à fait concrète, on va travailler aussi sur le travail et les objectifs, mettre des objectifs réalistes et réalisables. Ça aussi, c'est du Palo Alto. Un objectif, s'il n'est pas réaliste, il n'est pas réalisable, même si vous n'êtes pas dans le cadre de l'entreprise. Donc, et ça tient compte de la subjectivité de la personne. Quand vous êtes face à un handicapé, une personne en situation de handicap, elle ne va pas fournir la même chose. Donc, ça, c'est vraiment important à nouveau, de challenger cette objectivation et subjectivité de la personne. Et l'accompagnement, il est aussi bien au niveau de la santé mentale, douleurs, troubles psychosomatiques, stress, etc., mais également le développement personnel, confiance en soi, performance, estime de soi. Ça, c'est important. Et rétablir le dialogue. Rétablir le dialogue. J'interviens toujours, je suis formée d'ailleurs à la communication non violence et à la méthode Gordon Crossing qui est très autoportante dans les entreprises. C'est très important de pouvoir justement, là c'est un peu ma casquette de médiateur, de rétablir le dialogue qui est souvent rompu. Vous proposez des séances individuelles et puis des interventions collectives en entreprise. Dans quel cas privilégiez-vous l'une ou l'autre de ces approches? Alors le collectif, ça va être davantage de l'acculturation pour découvrir un peu l'hypnose, pour que les gens, pour lever les peurs. Hein, il y en a toujours. Pour lever les peurs, mettre les personnes en confiance, leur dire ce que je vous dis aujourd'hui, donc leur exprimer comment je travaille et quels sont les résultats, en tout cas les problématiques dans un premier temps sur lesquelles on peut travailler. Il peut y avoir aussi des ateliers qui sont mis en place, notamment en communication interpersonnelle, parce que ça va être important. La communication interpersonnelle, c'est l'outil aussi, hein, l'outil de la personne. Donc, développer l'écoute active, la reformulation, notamment auprès de managers, c'est très très important de travailler sur cet aspect de communication interpersonnelle. Après, ça va être quand même essentiellement l'individualisation. Pourquoi? Bah parce que il y a une question de confidentialité. La personne va pas forcément vouloir exposer une problématique, surtout en entreprise, où on a des rôles et des masques. Elle ne va pas vouloir exposer ça au vu aussi de tous. Elle va vouloir un cadre beaucoup plus personnel, un cadre d'écoute bienveillant elle va vouloir ce cadre-là en fait, hein, de reconnaissance et de confidentialité. La confidentialité, justement, elle est essentielle dans votre pratique en entreprise, notamment. Comment garantissez-vous la protection des informations personnelles des salariés? Alors le prescripteur, c'est l'entreprise. C'est le prescripteur juridique. Donc j'ai avec lui un contrat dans lequel, je le faisais aussi quand j'étais médiateur professionnel, la confidentialité stricte est préservée. C'est-à-dire que le prescripteur, qui est l'entreprise, n'aura absolument aucun élément du contenu des échanges. Absolument rien. Ni du problème, ni de l'objectif, ni du résultat. Le salarié ou le travailleur peut donner, lui, tous les éléments qu'il souhaite. Mais moi, je ne donnerai rien. Donc ça, c'est garanti, c'est vraiment une garantie juridique. C'est important de le souligner, cette garantie-là. Euh, non, mais c'est vrai, parce que ça peut être un frein réel. Et puis, il faut être aussi garant d'une éthique et peut-être aussi d'une déontologie. Je voudrais que l'on revienne au rôle du corps dans la thérapie, puisque vous y accordez une importance particulière, et notamment aux manifestations corporelles dans votre approche. Pourquoi le corps est-il un élément clé de la thérapie? Euh, le, le corps est clé parce que c'est dans le corps que s'expriment eh bien, beaucoup de manifestations justement de difficultés de nature psychologique. Je le disais, c'est une source de renseignement, une source d'information importante. On dit que
ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Ça fonde la définition des troubles psychosomatiques. Donc c'est une source d'information et c'est aussi une façon de travailler. Par l'hypnose, on met en place un dialogue conscient-inconscient, j'en parlais. Donc, c'est un dialogue corps-esprit, en fait. Et quand on tait les mots MAUX, eh bien, ils, ils deviennent encore plus, ils progressent et s'intensifient. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de pouvoir agir assez vite. C'est donc à la fois une source d'information et puis par ces techniques psychocorporelles, une façon d'intervenir. Et puis c'est aussi une philosophie parce que moi je suis aussi énergéticienne et j'observe les gens qui viennent. Je les entends, mais je les observe aussi. Et eh bien, en les observant, je comprends souvent implicitement. Alors moi, je mets des mots, c'est mon rôle. Je leur fais, j'utilise mes neurones miroirs, je leur donne mes impressions factuelles et je me sers du corps à tous les moments de la thérapie. Mais pas que. Mais je me sers quand même beaucoup du corps et c'est aussi une approche qui m'est, moi, très personnelle. On a beaucoup parlé des différentes thérapies au cours de cette émission, mais un point néanmoins à aborder, quelle est l'importance de la relation entre le thérapeute et le client dans le cadre des thérapies brèves? Je l'avais, pour les téléspectateurs qui ont écouté l'émission précédente sur l'hypnose, j'en avais pas aussi parlé dans mon interview. Elle est centrale. La relation thérapeutique, elle est centrale. D'abord, c'est mettre en place un cadre d'écoute bienveillant, non jugeant, notamment en entreprise, hein. Ça change parce que on évalue souvent on évalue la personne alors qu'on doit évaluer le travail. Donc ça doit être non jugeant absolument. Je fais cette digression par rapport à l'entreprise parce que c'est souvent ça. On ne touche pas à l'identité de la personne. On n'est pas ce qu'on fait, hein. Et c'est ce cadre d'écoute bienveillant, non jugeant, qui permet aussi de reconnaître la personne, reconnaître notamment dans ses victoires. Les gens arrivent avec plein d'échecs, ils voient pas leur victoire. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, souvent il a eu des tentatives réussies. Il a réussi à arrêter de fumer, il a repris. C'est autre chose. Mais on insiste vraiment là-dessus. Ensuite, le thérapeute, il est là pour sécuriser. Quand on travaille en thérapie, en psychothérapie brève, bien souvent on sait qu'on va être amené à sécuriser la personne, notamment en thérapie de la relation. En thérapie de la relation interpersonnelle, moi je l'utilise beaucoup. Euh, le thérapeute en thérapie de la relation et en psychothérapie brève rentre dans le système. Les thérapeutes analytiques n'aiment pas du tout ça. Mais nous, on rentre dans le système. Et d'ailleurs, on a souvent une résonance particulière chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on se soigne avec la personne, hein. Ça veut dire qu'on va se servir de la résonance que ça fait chez nous. Donc finalement, on va rentrer en interactivité également silencieuse avec la personne. Alors, il va y avoir une interactivité, une interaction, et aussi toute une résonance et des ressentis. En thérapie de la relation, il m'arrive de dire à la personne, eh bien moi, je ressens ça et je vois ça chez vous. Et, et bien souvent, bingo, ça tombe juste parce que effectivement, elle n'a rien dit, mais elle a tout exprimé. Donc, je nourris cette relation thérapeutique à chaque moment de la séance et elle est fondamentale, elle est centrale d'ailleurs. Dans toutes les formations certifiantes, vous avez un gros module sur la relation et l'alliance thérapeutique. C'est très important de se synchroniser, d'observer la personne. Euh, je dis toujours, moi je suis un tigre embusqué, un tigre bienveillant. Mais vous voyez, l'animal qui est prêt à réagir, ah, et pourquoi j'utilise ça pourrait choquer, cette métaphore d'un animal qui est plutôt prédateur, parce que il est dans une observation hyper fine et que il est à
à tout moment, il est prêt à intervenir. Et c'est exactement ce que fait un psychothérapeute en thérapie brève. Alors, nous venons d'évoquer les différentes thérapies que vous pratiquez. Est-ce que vous pourriez, alors bien sûr sans dévoiler d'informations confidentielles, nous partager quelques exemples de résultats obtenus grâce aux thérapies brèves? Ce dont je peux vous faire part, c'est, euh, je dirais, justement, pour bien illustrer la chose, de l'idée que l'on part d'un objectif au départ défini et qui peut amener à travailler sur autre chose. Par exemple, j'ai reçu une dame qui venait pour prendre de la distance émotionnelle et relationnelle. Au départ, elle venait même pour éviter le grignotage et perdre du poids. Et puis, on s'est rendu compte et elle s'est rendue compte aussi qu'elle avait besoin de prendre de la distance et de la liberté dans ses interactions relationnelles avec ses plus proches, d'ailleurs. Et du coup, on est même remonté à un vécu personnel très douloureux, voire même traumatique, qui aussi expliquait qu'elle avait parfois, eh bien, le besoin de se réfugier comme une ressource dans la nourriture. Euh, Voyez, au départ, on vient pour perdre du poids, et puis en fait, il y a plein de choses latentes derrière. Une autre dame qui est venue pour une problématique conjugale et qui se sentait, c'était ses mots, elle avait déjà travaillé avec un thérapeute analytique par un schéma familial. D'ailleurs, en psychothérapie brève, on a la thérapie des schémas qui est la thérapie de Jung. Et effectivement, je me suis rendu compte avec elle, on est vite tombé là-dessus, elle était un peu bloquée dans ce schéma familial-là. Et en fait, on est parti pour qu'elle puisse prendre aussi cette liberté dans la relation, ne pas euh, coller sa relation conjugale à la relation conjugale qu'avaient ses parents. On est parti sur ses besoins profonds. Et nos besoins profonds ne sont pas forcément ceux de nos parents. Euh, Parce que justement, on est au présent. On n'est plus au passé. Vous voyez un peu hein, ça nourrit la réflexion du départ. On n'est pas prisonnier du passé. Le passé il est non négociable. C'est terminé, à faire régler. On est dans le présent. Dans le présent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va explorer les besoins. Et là-dessus, elle a pu vraiment prendre de la distance par rapport à ce schéma familial et repartir sur une autre dynamique. Et puis, je l'avais un peu cité, les addictions à la cigarette, la dépendance à la cigarette, il peut y arriver parfois qu'il y ait des choses latentes, Euh, de la violence familiale, c'est arrivé. Euh, Parfois des choses plus légères quand même. Euh, un stress. Un stress très important. Et du coup, on travaille d'abord sur le stress, sur le lâcher-prise vraiment en contextualisant ce stress et la peur, et parfois sur des peurs anticipatoires, ce qui permet à la personne de lâcher plus facilement, entre guillemets, se libérer de la cigarette. Euh, il y a aussi euh, la douleur. La douleur, la douleur, c'est vraiment difficile parce que elle a une accroche bien réelle. Pourquoi? Parce que les gens arrivent souvent avec un passé médical lourd, une opération, une rigidité de la colonne, une opération de tumeur du cerveau, des choses vraiment très très lourdes. Donc ils ont eu une douleur aiguë à un moment donné et c'est très difficile de dissocier cette douleur aiguë de la chronicité. Et on se rend compte que parfois, eh bien, il y avait un avant cette douleur. Parfois, ça peut être un stress, des peurs, un trouble anxieux très installé. Ça peut être aussi un attachement affectif qui s'est mal fait. Et j'ai eu un client comme ça, en tension permanente. Des douleurs sans arrêt électrisantes parce qu'en tension permanente. Et au bout de quelques séances, eh bien, on en est arrivé au fait qu'il n'y avait pas eu d'attachement affectif qui s'était réellement fait avec le papa. Et eh bien pour pallier à l'oubli affectif, il se mettait en tension pour se sentir exister. Et c'est ça qui est important. Voyez l'approche du corps?
je n'existe pas dans la tête de mon parent. Alors moi, je vais exister parce que si lui ne me fait pas exister, moi, je veux bien exister pour moi-même. Et se reconnaître soi, et c'est très important. Donc, pour la douleur, il y a souvent une investigation multifactorielle à mettre en place. Et puis, euh, j'ai eu aussi un client en dépression, dans un état dépressif, avec un tableau clinique de dépression, puisque la personne était suivie aussi par un psychiatre. Et quand on est dans un état dépressif, on se déconnecte de son corps. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être submergé par les émotions. C'est un par-effondrement. On se part à un effondrement éventuel, on se coupe de son corps et de ses émotions, émotions, sensations. Et là, on a fait un travail de reconnexion à soi et de se montrer que se reconnecter à soi, c'est pas dangereux. Et au contraire, on est une ressource pour soi-même. Et c'est parce que c'est justement ça qui va protéger de la dépression. Parce que, et ça, je vais peut-être être égratigner un peu les collègues psychiatres, mais je déteste qu'on dise à quelqu'un qu'il est en dépression chronique, parce qu'on induit une chronicité alors que ça veut dire quoi? Que la personne ne va jamais s'en sortir. Imaginez l'étiquette qu'on colle à une personne. C'est très compliqué ensuite de s'en sortir. Il y a des gens qui se sortent des états dépressifs et d'une chronicité. Ça existe. Ils consultent de temps en temps, mais ils s'en sortent. Donc, voilà les exemples que je pouvais vous donner de ces... la personne vient pour quelque chose et on travaille aussi, on peut être amené à travailler sur autre chose. Alors, on travaille aussi parfois des choses beaucoup plus simples, mais c'est ce qui me vient de plus, voilà, de plus, peut-être de plus parlant. Alors, on arrive déjà au terme de cette passionnante émission. Je voudrais qu'on termine par quelques recommandations. Pardon. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se tourner vers les thérapies brèves pour résoudre leurs problèmes? Quand on se tourne vers la psychothérapie brève, je le mets moi sur mon site. On a décidé, c'est qu'on décide d'être acteur du changement. Exemple, je vous disais combien c'est parfois difficile, j'avoue pour moi. En tout cas, c'est un ressenti personnel d'agir d'accompagner les personnes qui sont dans la douleur chronique, parce qu'on leur demande d'être très actives et parfois d'être en contre-courant de l'habitude qu'elles ont. Euh, je vais leur demander de travailler beaucoup sur la respiration, de beaucoup travailler sur elles et d'être disciplinées. Pareil sur la perte de poids. C'est pas magique. La psychothérapie brève, sinon je serais hypno-magicienne et magicienne en thérapie brève. Non, je ne suis pas une magicienne et je ne pense pas que mes collègues revendiquent ce titre-là. Ce n'est pas de la thérapie magique. Il faut vraiment être consciemment acteur de sa volonté de changer pour qu'ensuite ça marche. Imaginez, je vous disais, le fameux petit silo là. Ben, si vous bloquez le conscient, vous pouvez toujours ouvrir l'inconscient. Ça va pas se faire du tout, hein. Il faut vraiment avoir envie de travailler vraiment sur soi, pour soi et avec soi, en étant accompagné par un professionnel. Parce qu'on va travailler. Moi, je challenge les gens sur leurs besoins, leurs valeurs, leurs ressources. Voilà, ça reste, je pense, un cadre bienveillant, mais c'est actif. Donc, et quand les gens voilà, ne s'investissent pas, il n'y a pas les résultats. Donc, c'est vraiment important que les gens soient acteurs, qu'ils en prennent conscience. La simple compréhension d'une problématique selon les paradigmes de la psychothérapie, bref, ne suffisent pas à amener un changement. Il faut en faire l'expérience. Et c'est ça qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre. Et mettre des objectifs réalistes et réalisables. Quand la personne me dit, ah, je voudrais trouver ma place, très bien. On va creuser et on va y aller par étapes parce que trouver sa place, imaginez l'objectif qui est pas réaliste en une séance. À nouveau, c'est pas de la magie. Qu'est-ce que c'est pour vous trouver votre place? On va essayer de creuser les choses. Ça, c'est de la responsabilité et de la compétence à la fois bon, surtout du thérapeute bien évidemment, mais aussi de la personne quand elle est sensibilisée à ça. Merci.
Laurence Dubory, pour cette passionnante émission, comme je le disais tout à l'heure. Merci à Euh, vous, Stéphane. une émission que l'on va retrouver très rapidement, bien sûr, sur Conscience TV, mais également sur la chaîne YouTube de Laurence Dubory, cabinet Perceptiothérapie. Je vous invite bien évidemment à commenter, apprécier et puis nous rejoindre le mois prochain pour une toute nouvelle émission que nous ferons ensemble, dont le thème n'a pas encore été choisi, mais sur lequel nous reviendrons avec plaisir. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.